Bonjour François, je suis très heureux d'être avec toi ce matin. Bonjour Lionel. Je vais te laisser te présenter tout à l'heure, mais je voudrais commencer déjà par une première chose. Ces interviews, ce sont les leaders inspirants. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ça a vraiment du sens pour moi, puisque tu as été un de mes boss. Et tu as été très clairement le boss qui m'a le plus inspiré. Grâce à toi, j'ai eu une notion de direction commerciale que tu m'avais proposée. Et je dois l'avouer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ton énergie, ta résilience et ta capacité à donner vraiment envie aux équipes de travailler m'a beaucoup inspiré. Donc ce matin, d'être avec toi, c'est vraiment quelque chose de fort et je voulais te le dire de vive voix. Merci, souvent, quand on a, souvent, quand on a l'avantage d'avoir rencontré des gens, on ne le dit pas. Et là, j'ai la chance de le faire, donc je suis très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Bon, merci à toi. Je vais t'essayer de te présenter déjà dans un premier temps. Oui, bien sûr. Écoute, donc, tu as évoqué le fait qu'on a eu la chance de travailler tous les deux ensemble. Tu as été un de mes directeurs commerciaux de grand talent, puisque donc, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir des expériences variées. J'ai commencé à travailler dans le sport, chez Ski Rossignol. Après, j'ai travaillé chez Monsanto pendant 8 ans. Et puis après, donc, je suis arrivé chez Giraudy. C'est là qu'on s'est connus, puisque j'étais directeur général, puis j'ai pris la présidence de l'entreprise. Donc j'avais 40 ans, c'était un peu un rêve que je réalisais. Après, j'ai quitté donc Giraudy pour prendre la direction de l'équipe. Passion qu'on partage pour le sport, parce que même si on ne soutient pas le même club. Ouais, c'est ton seul défaut, François. Ça peut être parfait. Et donc voilà, la chance de travailler dans une passion, dans un métier aussi exaltant, très compliqué, les médias, très complexe, on va dire. Puis j'ai quitté l'équipe en 2014. Après, j'ai travaillé pour une entreprise française dans le monde du vin, une passion aussi. Donc, partagé aussi. Voilà, donc numéro 2 mondial des bouchons Barrique, Eneo. Et puis après, pendant 7 ans, j'ai dirigé un family office, une holding familiale pour une famille française, la Moyère. Et donc pour gérer leurs investissements. Et voilà. Et puis donc depuis quelques semaines, me voilà à la tête de nouveau d'un groupe média qui s'appelle Bayard, que je pense que la plupart des gens connaissent, qui est un des grands groupes médias français, qui s'occupe notamment de l'enfance, avec beaucoup de presse et d'édition pour l'enfance. J'aime lire, Okapi, Pomme d'Api, etc. Et puis qui est aussi un éditeur de magazines, Pèlerin, Notre Temps, et puis un éditeur de quotidien, puisqu'on a la chance d'éditer le journal La Croix. Voilà, donc c'est un très beau groupe présent en France et à l'étranger. Et donc, alors c'est combien de personnes aujourd'hui? C'est 1600 personnes et donc une activité répartie effectivement 80% en France, et puis après Canada, États-Unis, Allemagne, Espagne, export. Voilà, donc un très beau groupe. Un très beau challenge du coup pour toi. Ouais. Complexe mais passionnant. Ok, super. Alors tu sais, chez Coachy Media aujourd'hui on accompagne des entrepreneurs et des dirigeants. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est l'envie c'est déjà d'avoir un projet, une idée différente de ce qui existe, une intuition, voilà, un besoin qui n'est pas rempli, un produit qui attire, une passion pour un sujet qui mêle voilà, les enjeux professionnels. Et après ça, c'est l'envie d'embarquer les gens. C'est-à-dire c'est un projet et fédérer des équipes pour servir ce projet. Donc c'est c'est ce mariage entre la passion pour un projet et l'envie d'embarquer des gens avec soi. Ok. Quand est-ce que ça a commencé pour toi, cette envie d'embarquer Est-ce qu'il y a eu un moment déterminant? J'ai eu la chance d'être en position de management très tôt, parce que chez Ski Rossignol, je me suis occupé d'une activité qui ne marchait pas très bien, qui était l'activité été du groupe, à un moment donné. Là j'ai compris que je ne savais pas faire, mais j'ai essayé. Et du coup, ça m'a quand même le goût de continuer. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là d'avoir une équipe avec moi très vite. Et je me suis dit, c'est ça qui est passionnant, quoi. Donc je sais que je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de continuer. Donc ça a été un premier déclic. Et puis après, je pense que chez Monsanto, j'ai eu 2-3 personnes très inspirantes en termes de leadership. Des gens qui avaient une vision long terme, qui étaient très bons dans l'exécution, et je trouvais qu'il y avait une discipline remarquable, et ça aussi ça m'a beaucoup inspiré en me disant là j'ai quand même des gens en face de moi qui réussissent, donc s'ils réussissent c'est qu'ils ont des bonnes recettes, donc ça quand même été très inspirant. Alors tu parles de recettes, est-ce que t'en as pris certaines? Est-ce que tu t'en es créé toi des recettes? Alors, nous on appelle ça des habitudes gagnantes. Est-ce que tu as des petites clés à nous délivrer?
la clé, la première clé, c'est l'écoute. Ça ne va pas te surprendre parce que toi, tu es un homme au départ de commerce. Donc, la force du commercial, c'est l'écoute. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu clé, c'est-à-dire écouter le monde extérieur, écouter les managers. Voilà. Moi, j'ai comme tu l'as vu, j'ai une carrière dans des secteurs différents. Ça veut dire que c'est une leçon d'humilité parce que quand tu débarques dans un secteur où tu connais rien, à part quelques notions, mais tu n'es pas un expert du métier, tu es condamné à écouter les autres qui savent mieux que toi. Et puis après, du coup, en les écoutant, leur donner des conseils pour les emmener, des directions, une vision, voilà, peut-être de mettre en pratique ce qu'ils n'ont pas osé faire avant. Donc l'écoute, c'est vraiment pour moi c'est le sujet le plus important. Et puis après, l'autre conseil, c'est ça aussi je l'ai appris d'un patron remarquable qui appliquait un management différencié. C'est-à-dire, on se dit, voilà, je suis une équipe de 10 personnes, je vais les voir toutes les semaines, je vais leur demander ce qu'ils ont fait, je vais leur dire ce qu'ils doivent faire, et puis voilà, et en fait, bien sûr, c'est la base ça, mais dans la forme et dans le fond, en fait, chacun de tes collaborateurs a un besoin différent. Alors, tu ne peux pas faire complètement différemment et que du sur-mesure, mais quand même. Et je pense que la prise en compte des besoins différents de chacun, la façon de faire différente, chacun n'a pas le même caractère, c'est très important. Et moi, j'ai eu un patron et je le voyais interagir avec les gens de façon très différente. Et je me suis dit au début, et en fait, c'était très, très fin de sa part. Donc ça m'a beaucoup inspiré aussi. C'est une belle routine et en fait je t'ai vu pratiquer cette méthode en l'occurrence. Parfois quelqu'un qui a 25 ans de métier comme quelqu'un qui en a 10, tu ne parles pas de la même façon un homme, une femme, tu ne parles pas de la même façon un directeur financier, un directeur marketing, puis après chacun a son propre caractère, tu vois. Bien sûr. Il a besoin d'être drivé beaucoup plus, il y en a qui sont très autonomes. Donc, il suffit juste de leur donner des indications, ils vont prendre le chemin. Il y en a qui ont besoin d'être aidés davantage. Ça dépend des moments de la vie aussi. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé importante. C'est optimiser le potentiel de chacun et trouver les bonnes clés pour chacun. Qui ne sont pas les mêmes. Voilà, et t'as beau dire, même à certains niveaux, les clés sont différentes. Et on a tendance à avoir des entreprises où justement on veut tout... Ah oui, parce que c'est plus facile. C'est vrai qu'à un moment, la norme, la règle, c'est quand même aussi des bases de fonctionnement d'entreprise. Donc ça, qu'il y ait ça dans le pilotage du business, c'est normal, mais dans la finesse de développement des gens, c'est différent, je pense. Juste avant, tu disais que quand tu arrivais dans des activités que tu ne connaissais pas, tu écoutais et après tu proposais des choses qu'ils n'avaient pas osé. En fait, c'est aussi ça le rôle d'un leader, c'est d'aider à oser à faire les choses. Après, il y a des moments où il faut faire des ruptures, où les gens n'ont plus les solutions, donc il faut penser différemment, et il faut prendre des tournants. Mais il y a des moments où souvent les gens ils ont déjà pas mal de solutions en tête, alors ils n'ont pas pu les appliquer, ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils ne les ont pas étayées. Mais moi, dans la moitié des cas, les gens ils savent à peu près ce qu'ils devraient faire, ou ce qui pourrait changer les choses. Pas rêver. Et ils mangent juste le souffle là pour pouvoir les contraintes, les freins dans l'organisation, les oppositions entre les services, la politique qui fait que ça s'embolise. Mais dans la plupart des cas, les gens ils ont quand même des solutions disponibles. Ou si tu leur demandes, ils vont les trouver. Si tu les stimules en disant écoute, moi j'en sais rien, c'est toi l'expert, à toi de me dire ce qu'il faut faire. Moi je me souviens très bien d'une réunion une fois, quand j'étais chez Monsanto, j'ai une patronne américaine qui était très déroutante. Et souvent on lui posait la question en disant voilà, des arbitrages à faire, mais vous voulez faire quoi vous? Qu'est-ce que vous pensez vous? C'est quoi la meilleure solution? Elle a fait peur. Parce que moi je viens de Californie, le marché français c'est différent, donc moi je vous donne 2-3 conseils, mais c'est quoi vous Et elle retournait toujours la question. Et au début, tu te dis, attends, c'est bizarre, quoi. C'est des arbitrages assez lourds. Mais vous voulez faire quoi, en fait?
Et moi, elle m'avait beaucoup inspiré, cette femme, parce qu'elle avait cette capacité de délégation intelligente. Voilà. Des moments, tu peux pas dire ça à tout le monde tout le temps. Bien Mais sûr, elle, bien sûr. elle sentait qu'on avait bien réfléchi. Elle disait, mais voilà, vous voulez faire quoi vous? Faites-le. Vous voulez lancer tel produit, il vous plaît? Ouais. Elle dit, moi, aux US, on va pas lancer ce produit-là, mais si vous, ça vous plaît, faites-le. Ça me parle parce que. Bah, tu vois, il faut avoir la chance de. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des patrons comme ça, donc j'essaie de leur donner ce que j'ai reçu, quoi. Parce qu'à un moment, j'ai beaucoup de chance, moi. Donc, Alors justement, tu parles de patron, tu as parlé de personnes inspirantes chez Monsanto. Est-ce que tu as eu des mentors du coup dans ta carrière? Ouais, j'ai des mentors. Bah, mon premier mentor, c'était quand j'étais lycéen et étudiant, c'était Laurent Boisville. Donc, bien sûr, le fondateur des Ski Rossignols. C'était un homme qui avait une vision de son marché complètement avant-gardiste, qui avait des réflexes de croissance qui étaient incroyables. L'explosion de sports d'hiver, la notion de multimarque qui était déjà très présente dans les années 70 chez Procter, et qui était peu présente dans des métiers comme le ski, etc. La concurrence de marques à l'interne, le développement de sites de production à l'étranger, la gestion des parités. C'était quelqu'un qui m'a appris un nombre de trucs dingues, et c'est tout qui était hyper inspirant, quoi. Qui était un homme profondément gentil, qui pouvait être un moment sévère, mais qui adorait sa boîte, quoi. Je veux dire, ouais, il donnait envie de bosser pour lui, quoi. C'était vraiment un homme remarquable, quoi. Je veux dire, donc lui, il m'a beaucoup inspiré. Ça, c'était voilà. Et puis après, bon bah, on en a eu un tous les deux qu'on a partagé, qui était Michel Cacot, qu'on a bien connu tous les deux, voilà, avec un patron hors norme, déroutant aussi, fantasque, mais tellement intuitif, tellement qui m'a donné ma chance, quoi. Moi, je venais de l'industrie pour aller dans les médias. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, je te file des clés, je t'explique comment ça marche. Toi, tu veux mettre l'organisation dans la boîte. Tu vois, à deux, ça a fonctionné. C'est vrai que c'était extraordinaire. Alors, un type d'une sincérité aussi. Alors parfois, voilà, chiant parce que dur, mais poser les bonnes questions, t'emmerder sur des bons sujets. Voilà. Vraiment un homme. Moi, il m'a donné ma chance. Puis après, c'est grâce à lui que je suis devenu patron. Ça fait que de toi, tu parles d'intuition. Ouais. C'est quelque chose d'important pour toi? Ah ouais, c'est sûr. Ouais. L'intuition, rien remplace l'intuition. Alors parfois, c'est une arme à double tranchant, parce qu'on peut se tromper dans l'intuition, donc il faut faire un peu attention. Mais ça reste quand même un moteur, quoi. Je veux dire, tout se met pas en étude de marché. Le choix des personnes, l'anticipation, les capteurs pour voir des choses que personne n'a vues encore, voilà, c'est super important. Donc, alors du coup, tu peux dire, oui, mais c'est pas donné à tout le monde. Bon, bah, je pense que ça se travaille. Et puis après, si toi, en tant que patron, tu l'es pas forcément, bah, tu as des gens autour de toi qui le sentent, c'est toujours pareil. Parce que tu cherches pas, les gens que tu vas prendre autour de toi, c'est des gens qui vont être complémentaires de toi. Donc si toi, tu dis, moi, je suis un gars rationnel, bon, attends, il faut que tu aies quelqu'un de créatif à côté de toi qui va te mettre le petit truc, le petit sel, le petit grain de sel qui va dire, ah ouais, j'ai pas vu ça, tiens. Et toi, tu vas lui apporter par contre un rationnel, les études, le machin. Oui, la complémentarité des équipes, quoi. C'est le sujet, la complémentarité. Bien sûr. C'est quelque chose que tu as travaillé, toi, dans ta carrière, cette intuition? Tu sens que tu as réussi à avoir un niveau d'intuition plus important? Tu te fais confiance? Tu t'écoutes? Oui, je m'écoute. Voilà, parfois je doute. Donc, je ne suis pas branché en courant continu, donc je peux avoir des courants alternatifs. Des moments, j'en ai moins. Toi, à un moment, quand j'étais à l'équipe, au bout de 6 ans, c'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut encore que je réinvente? Je ne savais plus trop. C'est des métiers très, très, très demandeurs. Puis le marché évolue très vite, donc à un moment, tu perds un peu tu te dis, waouh, ça va trop vite, quoi. Donc, des moments, tu es un peu dépassé. Mais non, mais tu peux avoir quand même des intuitions qui sont bonnes. Et il faut, voilà. Faut les valider après, tu vois, tu testes autour de toi. Faut aussi avoir un réseau de confiance qui fasse que on puisse parfois être intuitif et donc du coup dire des grosses conneries. Pardon, mais ouais, bien sûr. Finalement, c'est une mauvaise idée. Tu pousses des idées, tu les fais valider ou il y a de la contradiction pour travailler, quoi. Tu dis bon, ok, d'accord. On oublie, c'est pas la bonne. Voilà. Et il faut la licence pour pouvoir faire ça et que tu donnes la licence aussi aux gens autour de toi pour qu'ils puissent le faire. Parce que tu libères du potentiel, quoi. Si tu dis de toute façon c'est comme ça, j'ai raison, et on va rien changer, bon, les gens à un moment ils obéissent. Hein. Moi ce qui me frappe c'est quand même
presque une phrase, c'est la capacité d'embarquement que tu peux avoir et le leadership qui fait qu'à un moment donné, les gens sont toujours sur la loyauté et l'obéissance, bah, ils font. Quoi. Donc, c'est ta responsabilité, tu vois, de ne pas faire en sorte qu'ils obéissent servilement parce que voilà, ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut qu'ils ont besoin d'être payés tous les mois. Donc, à la limite, très bien, on fait comme ça, j'en pense pas moins, mais je sors plus la tête voilà, je suis dans la coquille et ça c'est terrible. Ouais. Ça me fait penser à un sujet, nous quand on parle de leadership, on parle aussi de droit à l'erreur des équipes. Bien sûr. C'est-à-dire que si un manager n'autorise pas le droit à l'erreur, il sclérose son équipe et elle avance plus, quoi. Comme tu dis, elle est... Bien sûr. J'avais un boss chez Monsanto aussi, le patron de Monsanto qui était un mec incroyable, Bob Shapiro, et il expliquait que entre quelqu'un qui réussit 2 projets sur 3 ou qui en agite 4 sur 10, son taux d'échec il est plus fort à 4 sur 10, mais il a fait 2 fois plus de projets gagnants. C'est con, mais c'est quand même la vérité. Quoi. Et voilà, alors ça disait quelque chose. Ça disait quelque chose de la créativité. C'est aussi un homme qui disait, on parlait beaucoup de sincérité et de confiance, il disait mais voilà, moi je suis à un niveau de hiérarchie dans la boîte où je suis 6 ou 7 niveaux, ou 5 niveaux entre finalement les personnes qui font des activités, le commerce et puis moi. Et il disait si à chaque fois on me dit 90% de la vérité, 90 fois 90 fois 90, ça veut dire que moi j'ai une vision fausse à 50%. Ça c'est pas possible. Et c'est très juste. Et je trouve que dans un monde qui va très vite, on ne peut pas se permettre ça, quoi, en disant je n'ai pas tout dit, j'ai un peu rangé les trucs, ou on va voir, ça va peut-être s'arranger, etc. Ou j'en garde sous le pied parce qu'on peut louper des opportunités. Donc cette question-là aussi de clarté, ça va avec ton droit à l'erreur. Si tu tapes sur la tête des gens dès qu'ils font un truc qui n'est pas prévu ou qui ne marche pas, après, je suis chaud des crânes froides, donc les gens disent ok, je rentre dans ma niche. Quoi. Ça, c'est mortifère. C'est clair. On parle de valeurs. Comment tu arrives à les incarner, tes valeurs, dans le business, dans toutes les entreprises que tu as pu avoir, où forcément il y a de la politique, forcément il y a des sujets, des enjeux économiques. Alors une fois, je dînais avec Jean-Pierre Rive et il me dit tu sais, moi les valeurs d'aujourd'hui, ça commence à me taper sur le système. Je dis pourquoi tu sais ? Il dit parce que valeur, en fait, une valeur, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire, moi je veux dire que ça c'est plus important que ça, parce que pour moi la valeur est plus forte. Moi, voilà. Et donc ça veut dire que c'est subjectif. Et moi je préfère le mot de principe. Okay, donc du coup plutôt principe de travail que valeur de travail. Bon. C'est une nuance, mais principe ça dit excuse-moi de valeur. Voilà. Donc comme j'écoute beaucoup Jean-Pierre, c'est un mec hors du commun aussi. Donc les principes c'est quoi ? Les principes c'est l'écoute, c'est le sens du collectif, ce couple complexe qui est des oxymores, puis qui peuvent être un oxymore qui est bienveillance-exigence. Bienveillance, mais aussi exigence, parce que si tu n'es pas assez exigeant, du coup, tu te donnes l'impression d'une injustice. Ça veut dire que tu acceptes que les gens autour de toi soient en dessous du niveau de jeu par rapport à d'autres qui, eux, essaient de surperformer et à un moment ils se disent merde, moi on me pousse toujours, puis les autres, voilà, on est dans une logique de... Parfois c'est un défaut que j'avais, tu vois. En disant finalement, peut-être accepter la sous-performance, pardonner, attendre, etc. Et du coup ça rendait les autres un peu impatients en disant merde, je comprends pas, moi. Voilà. Ça c'est un point que j'ai corrigé, je pense. Exigence, bienveillance, puis confiance. Plus tu vieillis, plus tu as besoin de la confiance parce que tu n'as pas envie de perdre du temps à fliquer les gens. Tu vois. Ouais, les bonnes personnes au bon endroit. Ouais, c'est un moment. T'en passes quoi. Donc, tu te dis bon. Là, je suis moins patient qu'avant peut-être. Ouais, je comprends. Un entrepreneur, un dirigeant, ça développe des visions. C'est quoi la vision pour toi ? Comment tu la travailles et comment tu la partages à tes équipes ? Je me souviens, chez Monsanto, on avait des tableaux, on travaillait, on avait des plans à 10 ans, à 8 ans, mais on y passait du temps. Ça paraît énorme 10 ans maintenant.
Mais vraiment, je me suis un long term plan, c'était 10 ans. Quoi. Aujourd'hui, c'est déjà 3 ans, ça paraît le bout du monde. Donc, sauf sur des métiers, bien sûr. Quand tu renouvelles la flotte de sous-marins nucléaires, tu as plutôt intérêt à avoir 40 ans la vision de l'industrie nucléaire en France. Mais on n'est pas dans ces métiers-là, nous, dans des métiers quand même classiques. Donc bien sûr, la vision, ça commence à être un sujet presque qui doit être remis assez souvent sur l'échelle établie. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des avis extérieurs. C'est-à-dire, moi, la façon dont je trouve la vision, c'est avoir des gens, des experts autour de moi, des éclaireurs. Voilà. Qui ne sont pas dans la boîte, avec qui je peux avoir des conversations, et qui m'éclairent, et qui sentent des choses différentes, des angles différents. Donc ça m'aide vraiment dans ma réflexion. Et puis après, l'autre chose, je pense, dans la vision, dans l'exercice, c'est vraiment un exercice aussi de revenir aux racines. Moi, je crois beaucoup à l'histoire, je crois beaucoup aux fondamentaux de la boîte, de son histoire, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a raté, de son ADN. Voilà, une vision qui se déconnecte, qui n'est pas complètement racinée dans ce qu'a été la boîte, je me méfie. Perte de sens quelque part. Ouais, et puis moi je dis toujours la mémoire est un trésor. Je pense que voilà. Là par exemple chez Bayard, par exemple, j'ai découvert que Bayard au début du siècle dernier s'est lancé, comme c'est le cinéma, s'est mis à produire des caméras et des machines pour faire du cinéma, des projecteurs de cinéma, pour faire en sorte que l'image puisse être montrée à beaucoup de gens. Alors c'était à l'époque d'évangélisation par rapport à un magazine pèlerin. Et donc ils se disaient, bah voilà, on va pouvoir faire des projections sur des films. Voilà, au départ c'était une société qui faisait l'impression de journaux, voilà. Donc je trouvais ça intéressant, voilà. Donc mais parce que ça retombait dans la racine qui était toucher le plus grand nombre. Comment je peux toucher voilà, comment annoncer la parole du Christ, l'évangélisation au plus grand nombre. Et dans les milieux populaires, comment faire. Et donc voilà, et ça on l'a toujours en nous. Et donc voilà, je crois beaucoup à l'enracinement. C'est repartir du pourquoi et en même temps apporter du sens, quoi. Voilà, alors évidemment on peut se dire oui mais aujourd'hui le monde a complètement changé, bien sûr, les médiations n'ont rien à voir. Mais quand même, voilà, c'est normalement ça aide. Je trouve dans un site de vision, voilà, prendre des avis extérieurs, retrouver son histoire, rechercher ses racines, replonger dedans pour voir ce qui s'est passé dans le passé. Et puis après, dans la vision, si tu veux, il y a aussi un côté envie. Un côté envie et plaisir. Il y a un moment, il faut des rêves. On ne réalise pas ses rêves. C'est peut-être des rêves incongrus, c'est peut-être des rêves... mais quand tu fais travailler les gens, il faut qu'ils aient aussi une envie de projection et qu'est-ce qu'ils ont envie pour la boîte, comment ils veulent se projeter. C'est pas que du tableau Excel. Quoi. Ouais. Après, faut les embarquer après. Voilà, mais de quoi on rêve, qu'est-ce qu'on aimerait être en termes de produits, de services, quel est le concurrent qui nous fait rêver, quel est le... Voilà, il faut aussi du souffle. Voilà. Okay. Chez Coach Media, alors toi ça va te parler parce que tu aimes le sport, hein, le foot et le rugby, je sais, beaucoup. On parle beaucoup de liens entre le chef d'entreprise, le dirigeant et puis et le sportif de haut niveau. Et on initie beaucoup à la préparation mentale. C'est quoi ton opinion par rapport à ça pour un chef d'entreprise qui se retrouve aujourd'hui dans un modèle où on en parlait tout à l'heure en off, où il faut être performant, c'est quand même souvent exigeant. Comment tu vois ça, toi? Alors c'est vrai que il y a un décalage assez fort entre le sportif et le dirigeant. Le sportif de niveau fait de la préparation mentale. Il y a plein de techniques, comme tu le sais, il peut être coaché, il a un psy, il a ses kinés, etc. Mais la préparation de son corps participe de la préparation mentale. Parce que c'est à la fin du compte quand même son cerveau, son intelligence qui va faire sa volonté, qui va utiliser les potentialités de son corps pour aller le plus loin possible, le plus haut possible. Dans l'entreprise, c'est moins vrai, je pense. Parce que d'abord, il y a beaucoup de côté, je suis né entrepreneur, j'ai ça en moi, c'est inné, c'est instinctif, j'ai ça, voilà. J'en ai pas besoin. Je suis fait pour être patron, donc c'est pas vrai. Peut-être
on a des gènes pour être patron, mais je suis pas sûr qu'on naisse patron en tant que tel, ou dirigeant. Donc ça se travaille. Alors après, il y a plein de techniques, hein. Moi je pense que ça se travaille. C'est pas de la perte de temps, qui est aussi un peu voilà, un peu une fausse piste, je pense. Ça se travaille, coaching, préparation mentale, besoin d'avoir quelqu'un avec qui on fait le miroir, préparer les grandes décisions, les grandes communications, voilà. Ouais. Gestion du stress, gestion des émotions. Moi, je fais assez confiance, je suis assez parfois naïf, et donc du coup, j'ai tendance peut-être à y aller aussi sans trop réfléchir. Ça peut jouer des tours. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, j'ai changé là-dessus aussi, parce que je crois que ça... Et voilà, moi je suis assez impatient de nature. Donc j'essaie de combiner les deux, mais c'est pas du temps perdu, voilà. Je crois pas. Après, ça m'a besoin de le faire tout le temps, hein. Alors nous, on met l'humain au cœur des organisations et on pense qu'il faut investir sur ces hommes justement. Et souvent, on investit sur les équipes, parfois sur de la formation, mais pas forcément le dirigeant n'investit pas en lui. Alors que quelques règles, quelques échanges permettent de temps en temps, voilà, d'apporter un peu de... Voilà. Investir en soi, c'est quand même une chose, à mon avis, indispensable, quoi. Indispensable, à des moments aussi dans sa carrière, à des moments où voilà, on change un peu d'orientation. Voilà, et puis il y a des cycles, comme tu disais, au bout de 6 ans avec l'équipe, tu peux avoir besoin d'un souffle nouveau parfois, parce que voilà, comme ça peut arriver pour un entraîneur aussi avec une équipe, quoi. Je pense que c'est aujourd'hui, je pense que ça se développe, mais je pense que notamment, je pense aux patrons de PME. Tu vois, bon, les grands groupes, plus de moyens, etc. Les patrons de PME, ils hésitent, ils se disent c'est d'argent. Puis il a mes salariés quand même, il faut que je donne l'exemple. Donc, oui et non, parce qu'en fait, les salariés, ils seront peut-être plus contents si le patron est meilleur et qu'il est plus discipliné, il est plus épanoui. On lui dit un certain nombre de choses. Et souvent, quand tu es patron de PME, tu es assez isolé. Ça, tu es un peu. Voilà, t'as pas beaucoup de pairs autour de toi pour t'aider. Donc, moi, je pense que c'est indispensable. Merci pour la transition. La solitude du dirigeant, justement. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est une vérité. Alors, vraiment, ça fait partie du job. Moi, je trouve que c'est pas... faut plutôt faut essayer de te tourner positivement. Effectivement, tu as des moments où tu es un peu tout seul pour décider, tu es un peu tout seul parce que tu dis bon. Ce qui est pas mal parce que du coup ça te permet de. C'est à ce moment-là il faut prendre du recul. C'est dire bon ok alors comment je pèse les choses, comment je raisonne, etc. Donc elle est inhérente au métier. Moi je suis pas du tout un solitaire dans l'âme, mais des moments il n'y a pas d'autre solution. Tu te retrouves un peu devant la glace en disant bon qu'est-ce qu'on fait quoi. Tout a été posé, il faut appuyer sur des boutons quoi. Et tu peux pas reculer. Et donc je pense que la solitude, c'est pas fait pour avoir peur, c'est fait pour s'en motiver, s'en mobiliser. Je souhaite à Michel, que tu connais, disait maintenant tu as le couteau dans le dos, tu recules pas. Hein. C'est pas possible. C'est vrai, ok, d'accord. Allez, ce soir tu réfléchis, demain, bam. Ok. On y va. Ce que j'entends dans ce que tu me dis là, c'est de passer à l'action en fait. Ouais. C'est-à-dire la solitude, elle est juste avant la décision que tu as prise en fait. Puis après c'est parti, il faut passer à l'heure trop. Et c'est normal, c'est vrai dans toute la vie. Hein. À un moment, on hésite toujours. Heureusement, d'ailleurs, si on n'hésite pas, bon. Ça peut être dangereux. N'hésite pas, ça me fait peur. Donc, moi, j'ai des hésitations, hein, c'est sûr. Mais c'est partie du jeu. C'est l'adrénaline aussi. Hein. Après, il faut. Je pense qu'il y a. Ça paraît peut-être une tarte à la crème, mais toujours distinguer ce qui est urgent et important. Ce qui est important. Nécessiter cette solitude, ce pas de côté, ce qui est urgent, voilà. Je pense que ça doit être plus rapide. Qu'est-ce qui est de l'un, qu'est-ce qui est de l'autre? Et je pense qu'on mélange souvent les choses. Donc, essayer de trier, j'essaie de le faire. Bon, pas toujours. Mais ça c'est une vraie confusion, c'est la matrice d'Eisenhower, là, justement, urgent, important. Et nous on le voit dans la gestion du temps, il y a une confusion, complète là-dessus, quoi. Puis après, quand on a des choses difficiles à faire,
moi je me dis de toute façon, à un moment, je me dis, la procrastination ne va rien changer. Donc je me dis, bon, allez. Elle peut aggraver d'ailleurs. Ouais, donc je me dis, bon, allez, de toute façon, faut y aller. J'y vais même pas C'est peur. vrai que ce petit moment de. Tu vois, quand quand tu dis, bon, alors attends, le péno, je le mets à droite ou à gauche. Bon, à quel moment je décide? Vraiment, il faut y aller, quoi. Donc, et de toute façon, il va falloir y aller. Je veux dire, ce sera pas mieux demain. Bon, l'exemple est bon, hein, parce que quand les gens hésitent, en général, le péno il est raté. Hein. Tu sens? C'est clair. C'est clair. Le mec, C'est clair. tu sens le joueur, et le gardien le sent. Le gardien va prendre ça. Et du coup, le gardien va bouger au dernier moment, parce que plus il attend, plus il sait qu'il va prendre le dessus. Donc voilà, c'est un combat psychologique. Ok. Être dirigeant, c'est très prenant. Comment tu arrives à équilibrer cette vie privée et professionnelle? Est-ce que tu as des recettes, des méthodes? Alors je sais que tu aimes le sport, je sais que... Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voudrais nous partager? Bah déjà, moi je suis quelqu'un d'assez impatient et donc j'essaie d'avoir la discipline pour voilà, faire un aiguillage entre ce que je peux traiter tout de suite et ce que je ne peux pas traiter tout de suite. Je n'ai pas la réponse, j'hésite, etc. Bon, c'est marrant parce que des fois je dois répondre à certains messages email dans la minute, dans la seconde, et d'autres j'attends parce que je ne sais pas. Une question qui m'emmerde, je ne sais pas comment la traiter. J'ai besoin de réfléchir. J'ai toujours distinguer les deux. Après, il faut. La clé, c'est la maîtrise du temps. Donc, la clé, c'est l'agenda. Donc, voilà. Il ne faut pas se faire embarquer dans des agendas intenables. C'est pas toujours facile. On n'est pas toujours le maître, on n'est pas trop dessus, etc. Mais il faut résister. Je pense que la gestion du temps, c'est le. Et dans le détail, quoi. Est-ce que j'ai besoin de temps à tel endroit? Est-ce que je me donne une demi-heure de battement entre deux réunions? Je sais que voilà, est-ce qu'il faut que je colle un rendez-vous le vendredi à 19h? Bon, ça va changer quoi? Est-ce que c'est tellement urgent? Moi j'ai besoin de lire la presse le matin. Donc voilà, je ne lis pas un peu les journaux le matin, j'ai besoin de comprendre. Voilà. C'est mon plaisir, tu vois, c'est mon métier aussi, mais tu vois, j'ai besoin de ça. Et après, moi je répète une chose que je ne fais pas, donc du coup, je vais essayer. Un conseil de Pierre de Villiers, qui est un ami proche de l'état-major, c'est un chef d'état-major des armées, qui avait chaque semaine une demi-journée blanche. Donc il avait toujours. Alors évidemment, à un moment, je sais pas quoi, t'es convoqué à l'Élysée, il y a une crise, je sais rien. Mais sur le principe de se dire, il y a un moment, dans la semaine, j'ai un bloc, 3 heures, il n'y a rien dedans. Je vais pouvoir en servir au dernier moment, faire ci, récupérer ça, appeler un mec que je n'ai pas eu le temps d'appeler, faire un courrier, voir quelqu'un que j'ai pas vu depuis. Et je trouve que c'est une super idée. C'est tout con. Voilà. Et je pense qu'à ce niveau-là, tu vois, bon, voilà. Tu commandes 300 000 hommes, tu es au sommet de la hiérarchie militaire, tu es quand même dans toutes les crises, avec toutes les problématiques politiques, etc. Je pense qu'il le faisait, vraiment. En tout cas, il essayait de le faire, il avait raison, je pense. Ce que j'entends, c'est s'accorder un peu de temps, des respirations entre deux rendez-vous quand on a besoin, voilà, au lieu d'enchaîner systématiquement. Voilà. Et ce que j'entends aussi, c'est savoir dire non à un rendez-vous à 19h qui potentiellement n'est pas qu'est-ce qui est important ou urgent. Est-ce que c'est absolument vital, quoi? Est-ce que voilà, ou pas? Et faire un rendez-vous quand tu es crevé, tu es sur les nerfs, tu as une journée d'enfer, ça n'arrête pas de 8h à 20h, 22h, bon, tu as un dîner et tout, bon. Bon, voilà. Après, moi j'ai 60 ans, j'en ai plus 40, et j'ai la résistance, je pense pas mauvaise, mais voilà, j'ai besoin aussi de gérer mon rythme. Mais la clé, c'est la gestion de son emploi du temps. C'est ça. Mais ça prend du temps. Pardon, mais c'est... et de la discipline. Voilà, regardez la semaine d'après. Moi, j'arrête pas de regarder comment ça s'enchaîne la semaine d'après. Ça va être quand les plages de respiration, est-ce qu'il n'y en a pas? Si j'ai un voyage, est-ce que je renchaîne? J'arrive des US à 6h du matin, réunion à 8h30. T'es naze, t'as pas eu le temps de te raser. Alors tu peux dire, oui, non, mais c'est pas possible, Enfin bon,
il faut un peu d'humilité et un peu de raison, quoi. On n'est pas Macron, quoi. À un moment, ça va. Ouais, on sauve pas des vies non plus. Non, voilà, et puis je pense qu'on ne s'adresse pas nous au patron du CAC 40 quand on fait cette vidéo, donc peut-être que ces gens-là ont une façon de faire, une capacité différente et une vitesse d'action. Voilà, moi je suis pas dans cette catégorie-là, mais gestion d'emploi du temps, c'est clé. Ok. Je vais finir par une dernière question. On a un programme qui s'appelle Pas de plan B, je t'en ai même pas parlé encore. Cette expression pas de plan B, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça pourrait être Pas de plan B. Alors ça me dit, du coup si j'ai pas de plan B, il faut que je soigne le plan A. Parce que du coup j'ai pas un fusil à deux coups, j'ai qu'un fusil à un coup. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois hyper sûr de ce que je fais. Donc, déjà ça veut dire bien préparer le plan A. Donc bien préparer techniquement. Et puis après se préparer mentalement au fait que pas de marche arrière. Donc voilà, on y va. On regarde par derrière. J'imagine qu'il y a eu un plan B et qu'on l'a éliminé. Voilà, donc, pas de plan B, ça veut dire peut-être plus de plan B. Et donc du coup, on a décidé plan A et on y va. Voilà, donc bien préparé et pas reculer, quoi. Ok. Merci François pour cette interview de grande qualité. J'ai vraiment passé un moment incroyable et j'ai adoré. Ça vous aide surtout Ouais. modestement. Voilà. Bah, en tout cas, ça nous aide vraiment. Merci beaucoup en tout cas. Bientôt. Merci.